Je voudrais faire une vidéo sur l'Union populaire républicaine, l'UPR, et en particulier son président François Asselineau. Ça fait des années que je les connais et c'est vrai que personnellement j'ai changé d'avis sur l'Europe en discutant avec des militants de l'UPR et je voudrais expliquer pourquoi. D'abord, moi je suis souverainiste mais pas nationaliste. Je ne serai pas nationaliste. De quelle nation serais-je nationaliste? Je ne peux pas être nationaliste français, je ne suis pas français. Nationaliste belge, ça n'a pas beaucoup de sens parce que la Belgique se défait. Et je ne suis pas non plus nationaliste francophone ou wallon, etc. J'ai pas de sentiment identitaire très fort, mais je suis souverainiste. Alors pour donner la raison du souverainisme, je peux prendre une analogie avec l'endroit où j'ai travaillé, l'université, le département de physique. Mais tout le monde pense que le département de physique doit gérer ses affaires sans demander l'avis du département de philosophie, de sociologie ou de la faculté de médecine et vice-versa. Ça tombe sous le sens. Et aussi sans que tout soit remis à l'autorité supérieure. Mais vous n'êtes pas obligé d'être nationaliste pour accepter cela. Et c'est la même chose avec les nations ou les peuples. Que chacun gère ses affaires avec sa monnaie, avec sa politique étrangère, avec sa politique de défense, etc., sans dépendre d'instances supérieures non élues et sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle. C'est ça le souverainisme. Beaucoup de souverainistes ont des sentiments nationalistes, ça c'est vrai, mais conceptuellement, ce n'est pas lié. C'est simplement une façon démocratique et rationnelle de gérer la cité. Alors, pour se convaincre que la souveraineté a disparu en Europe, dans l'Union européenne, c'est que vous n'avez plus aucun des attributs de la souveraineté, vous n'avez pas de contrôle des frontières, en tout cas pour la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Europe, ce qui a évidemment des effets sur les salaires et la sécurité sociale, avec les travailleurs détachés par exemple. Vous ne décidez pas de la paix et de la guerre parce que vous êtes embarqué dans l'OTAN, et l'OTAN, c'est essentiellement les États-Unis qui dirigent, et ils peuvent aussi, vous pouvez être lié aux décisions de pays comme les pays baltes, qui peuvent avoir une position anti-russe, qui peuvent avoir des provocations, je ne sais pas ce qui peut se passer, et on n'a absolument aucune influence sur ces pays. Et les États-Unis, eux, peuvent utiliser ces pays dans le cadre de leur politique anti-russe, et ça n'a aucun sens pour la France d'être lié à ces pays. Plus, la France peut très bien se défendre. Si on parle réellement de défense du territoire, il n'y a pas de danger réel. L'autre problème, c'est la monnaie. Si vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez pas de politique économique indépendante. Les gens ne veulent pas l'admettre, ça. Mais si vous réfléchissez, si vous aviez une politique économique différente de celle qui est imposée par l'Union européenne, on couperait le robinet à des euros, comme on l'a fait avec la Grèce, et la France devrait se soumettre. C'est aussi simple que ça. Et finalement, il y a la question des lois. Alors, évidemment, on a l'impression que les lois sont votées par le Parlement, mais beaucoup d'entre elles sont des mises en forme de directives européennes. Et de toute façon, ce qui est important, c'est que l'Europe, l'Union européenne est gérée par des traités, et des traités, ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas un parlement, ce sont des choses inamovibles et qui ne sont interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc vous avez un type de gouvernement aussi peu démocratique que possible. C'est-à-dire, les traités, c'est vraiment parce qu'un gouvernement autocratique, on peut le renverser, et des traités, on ne peut pas les renverser, on ne peut pas les changer. L'Union populaire républicaine insiste souvent sur la règle de l'unanimité, mais le problème n'est pas l'unanimité, c'est pas que le Luxembourg refuserait de signer, de modifier des traités, parce que s'il y avait qu'eux, on ferait pression sur eux, mais c'est que les autres pays européens, les grands pays européens ne s'entendront jamais. Vous voyez que l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, la France, tous ces pays ont des agendas différents, et entre eux, ils ne s'entendraient pas pour modifier les traités. Et donc on est coincé dans une politique de traité, avec une cour de justice, et ça, de l'Union européenne, qui elle est totalement dans l'interprétation néolibérale de ces traités. Donc vous ne pouvez pas en sortir. Bien. Alors, quel avenir pour l'Europe? Du point de vue des européistes, il faut aller au-delà et créer un État européen. Mais cet État européen, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, est impossible sur une base démocratique, parce que les petits peuples n'accepteront pas d'être gouvernés par les grands ne s'entendront pas entre eux, et c'est simplement, ça ne peut être géré justement que dans le cadre actuel, c'est-à-dire par des traités interprétés par la Cour de justice. Alors, évidemment, ce qui se passe, c'est que comme on a une dissolution de l'État-nation à l'intérieur de l'Union européenne, et qu'on n'a pas d'État au niveau européen, les gens qui sont de sensibilité anarchiste peuvent dire c'est magnifique, on a aboli l'État. Mais c'est mal comprendre ce qu'était l'anarchisme au XIXe siècle. Au XIXe siècle, le débat entre anarchistes et marxistes portait sur la question de savoir ce qu'on allait faire après la révolution prolétarienne, ouvrière, qu'ils estimaient inévitable.
Alors la question c'était est-ce qu'on garde l'État après cela ou on ne le garde pas? Mais cette révolution ne s'est pas produite. Et ce qui s'est passé au XXe siècle avec la Russie, la Chine, etc. est totalement différent. Et donc la question, le débat ne se pose plus en ces termes. Et aujourd'hui la question de l'abolition de l'État, c'est l'abolition de l'État dans le cadre du capitalisme et du capitalisme le plus sauvage. Et donc l'État-nation, dans le cadre de l'État-nation, est différent aussi de ce qui était au XIXe siècle. Au XIXe siècle, c'était la police et l'armée, les tribunaux. Maintenant, il y a l'éducation, il y a les soins de santé, les services publics, etc. Et c'est ça ce qui est en cause et c'est ça ce qui est démantelé par le démantèlement de l'État. Ça n'a strictement rien de progressiste. Donc ça, c'est une illusion nouveau que les gens ont à propos de l'Union européenne. Alors, il y a, comment dirais-je, pour de nouveau comprendre la profondeur de la soumission à l'Union européenne, imaginez que vous n'ayez pas la sécurité sociale et que vous vouliez l'instaurer, comme c'est le cas par exemple avec Sanders aux États-Unis. Lui voudrait instaurer un système de santé comme il y en a en Europe. Mais imaginons qu'en Europe vous ne l'ayez pas et que vous vouliez l'instaurer. À l'intérieur de l'Union européenne, ce serait impossible. Ça irait contre les traités, vous devez les lire, vous devez regarder les décisions de la Cour de justice, etc. Vous pouvez lire les livres de Coralie Delhomme et David Kayla là-dessus. C'est simplement impossible. Si vous vouliez lancer des grands programmes comme De Gaulle en a lancé au début, par exemple l'aérospatiale, l'aéronautique, le TGV, etc., ce serait impossible. Le nucléaire, tous ces grands programmes, c'est impossible. Et si vous regardez l'évolution de l'Europe par rapport à la Chine et aux États-Unis, il n'y a pas de GAFAM en Europe, il y en a plus ou moins l'équivalent en Chine. La Chine, évidemment, a un développement extrêmement rapide, partant d'une base beaucoup plus basse que nous, mais nous sommes à la traîne. Nous n'avons pas de grandes avancées en matière de biotechnologie, en matière d'intelligence artificielle, etc. Nous ne sommes nulle part. Or, l'Europe est supposée favoriser ça, mais l'Europe, évidemment, se remet entièrement à la magie du marché. La magie du marché ne crée pas nécessairement des industries de pointe, sans qu'il y ait une impulsion de l'État. Et donc, ça, c'est tout le problème, si vous voulez, de là où on est coincé dans l'Union européenne. Alors, évidemment, du point de vue des libéraux, l'Union européenne, c'est cohérent parce que ça leur permet d'imposer à travers l'Union européenne des choses qui seraient difficiles à imposer en termes de régression sociale au niveau national. Mais si vous prenez, alors je vais passer en revue les différentes réactions qu'on peut avoir face à l'Union européenne en dehors de l'Union populaire républicaine. Et une première réaction, évidemment, c'est celle des écologistes qui imaginent qu'on va financer la transition écologique avec l'argent de la Banque centrale européenne, etc. Tout ça, c'est rêvé, tout éveillé, ils n'auront rien du tout. Et en plus, comme ils veulent toujours rester dans l'Europe et approfondir la construction européenne, ils sont obligés d'accepter les traités de libre-échange qui, de nouveau, sont inscrits dans le marbre des traités. Et ces traités de libre-échange contredisent tout à fait tout ce qu'ils veulent dire sur la transition énergétique, sur l'agriculture de proximité, etc., etc. Alors, quand on prend la gauche, par exemple, et là j'inclus le Parti communiste français, la France insoumise, et en Belgique, le Parti du travail de Belgique, ils ignorent simplement les traités. Ce n'est pas qu'ils disent ce qu'ils vont en faire. Parfois, ils disent qu'ils veulent désobéir aux traités d'austérité, mais uniquement à ça, sans parler du libre-échange, sans parler du reste. Et désobéir aux traités d'austérité, ça n'a pas beaucoup de sens quand vous voulez une monnaie forte, parce qu'ils veulent garder l'euro. L'euro, c'est une monnaie forte. Les Allemands veulent que ce soit une monnaie forte. Et donc, vous avez une certaine contrainte. Ou bien vous êtes aussi efficace et productif que les Allemands, ce que vous n'êtes pas. Et alors, vous avez besoin d'austérité pour justifier une monnaie forte. Et donc, ça, c'est une contradiction fondamentale dans leur programme et le fait qu'ils refusent de discuter des questions institutionnelles, de ce qu'ils vont faire, etc. Ils disent toujours qu'ils vont lutter avec les camarades. D'abord, ils n'ont pas beaucoup de camarades en Pologne et en Hongrie. Et puis, ils vont lutter avec les camarades d'autres pays qui sont minoritaires dans ces autres pays pour faire une autre politique qui ne peut même pas être faite dans le cadre du Parlement européen. Donc c'est ce que j'appelle la stratégie des strapontins, que le PCF poursuit depuis très longtemps, qui essayait d'avoir quelques élus à quelques endroits pour avoir des prébans liés à la présence de ces élus, mais sans aucune perspective politique, sans aucune cohérence, sans aucun programme, rien du tout. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui de la France insoumise, du PCF et en Belgique du BTB, au niveau européen en tout cas. Alors, il y a une autre réaction qui est ce que j'appelle le bac à sable. C'est-à-dire, vous pouvez passer votre temps à vous focaliser sur des questions totalement secondaires et qui sont insolubles ou qui n'ont pas beaucoup d'importance. Vous vous focalisez sur l'affaire Benalla, sur l'affaire Sarkozy, sur l'affaire... sur toutes les affaires judiciaires en cours, Balkany. Ou bien alors, vous pouvez... Ça, c'est une première chose, et ça peut déchaîner des passions sans fin. Et l'autre, c'est la politique de l'identité. La politique de l'identité,
c'est tout ce qui oppose les hommes aux femmes, les musulmans aux non-musulmans, les juifs aux non-juifs, etc., etc., les indigènes aux soi-disant républicains, et alors vous pouvez vous disputer sans arrêt sur une pièce de théâtre qu'on a voulu interdire, sur une conférence qu'on a voulu interdire, sur le halal et le kasher et le voile, et il y aura toujours des gens, ça ne s'arrêtera jamais, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont trouver, non, non, il y a des discriminations, il y a du racisme, etc. Puis d'autres vont dire, non, non, c'est de la pleurniche, je sais pas, bon. Et ça ne cessera jamais. Et pendant ce temps-là, notre continent ne cesse de régresser et nos pays continuent à s'enfoncer dans la crise. Beaucoup de gens disent, il faut la justice sociale, ok, comment vous allez la faire à l'intérieur des traités? Lisez les traités. Ils autorisent le libre-échange, ils autorisent la libre circulation des capitaux. Vous n'allez pas taxer les capitaux, etc. à l'intérieur de l'Union européenne, c'est simplement impossible. Et donc, tout le discours, si vous voulez, qui est tenu, il y a une espèce de fuite en avant de gens qui, en fait, ne vivent pas trop mal, ne sont pas trop dans la crise, parce qu'il y a encore beaucoup d'emplois d'emplois dans les plus ou moins étatiques ou para-étatiques, et il y a encore évidemment une certaine prospérité, encore des entreprises qui exportent, etc. Et donc, tant que vous êtes dans le secteur plus ou moins qui survit dans l'économie, vous pouvez vous livrer aux activités du bac à sable, c'est-à-dire vous exciter sur le voile, les sorties scolaires, sur je ne sais pas tout quoi. Dans un sens ou dans l'autre, c'est pas ça la question. Pour moi, la façon de sortir de la politique de l'identité, c'est pas de la résoudre parce que vous la résoudrez jamais, c'est de changer de sujet. Et changer de sujet, c'est reparler de politique. Et comme toute politique est impossible à l'intérieur des États-nations de l'Union européenne, c'est parler de l'Union européenne. Alors vous pouvez être pour, si vous êtes pour une globalisation, si votre rêve c'est d'avoir une espèce d'immense pays qui serait les États-Unis d'Amérique, avec individualisme total, dépolitisation totale, ou bien alors dérive complètement d'extrême droite, etc. Si c'est ça votre rêve pour l'Europe, alors évidemment, soyez pour l'Union européenne. Mais c'est incohérent si vous n'êtes pas pour l'Union européenne, pour cette américanisation de l'Union européenne, de soutenir la construction européenne, et vous devriez vous tourner vers l'UPR ou un autre parti souverainiste. Mais bon, il n'y en a pas, à mon avis, réellement qui est aussi bien. Alors, je vais parler maintenant de François Asselineau, parce que c'est le fondateur de l'UPR, et c'est une personnalité que je connais pas très bien, mais que j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie la culture, dont j'apprécie les idées, dont j'apprécie aussi la politique et le courage, parce qu'il a commencé il y a 12 ans, quand il a créé l'UPR, avec une poignée de gens. Bien, alors, De Gaulle, quand il est parti en Angleterre en juin 40, il disait qu'il était comme quelqu'un qui se trouvait au bord de l'océan, qu'il se proposait de traverser à la nage, tellement il voyait la situation comme désespérée. Bien sûr, c'était plus tragique que maintenant, mais il y a 12 ans, tenir bon pendant 12 ans comme l'a fait Asselineau, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il a construit quelque chose. Il a construit un parti avec des militants, avec des jeunes, avec des gens de toutes origines, avec des gens de toutes opinions aussi au départ, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Il rassemble les Français sur le seul programme qui a un sens, poser la question de l'Union européenne. Alors, vous, comme je dis, vous pouvez être pour ou contre, mais c'est ça la question fondamentale. Si vous ne répondez pas à cette question-là, vous ne répondez à rien. Et donc, ça c'est le mérite de l'UPR et de François Asselineau, c'est d'avoir posé la vraie question politique de notre temps, qui est celle de l'appartenance à l'Union européenne. Alors évidemment, ce qui est irritant, c'est que beaucoup de gens l'attaquent sur sa personnalité, mais évidemment, quelqu'un qui a fait un geste aussi énorme que de lancer, il y a 12 ans, dans un parti, de construire un parti à partir de rien, dans un monde totalement dominé par l'idéologie européiste, évidemment, cette personne-là doit avoir une forte personnalité. Une forte personnalité peut toujours gêner quelqu'un. Mais c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. On dit, oui, mais il n'est pas charismatique, il ne fera jamais plus d'1%, etc. Qu'est-ce que vous en savez? Le Front National est parti de très peu, les écologistes sont partis de très peu, il faut toujours partir de très peu. Et la question de la personnalité, c'est quelque chose d'extrêmement irritant. C'est probablement le pire aspect de notre culture. C'est « Ah, mais je ne l'aime pas. Je ne vais pas mettre like sur Facebook. » Je veux dire, c'est irritant comme tout. L'important, c'est ce qu'il dit. Si vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, c'est ça ce qui compte. C'est pas sa personnalité, on s'en fiche de sa personnalité. Et donc, et en plus, en fait, je trouve qu'il n'est pas du tout... Moi, je trouve qu'il n'est pas désagréable du tout. Mais pour ceux qui le pensent, alors, ils n'ont qu'à faire autre chose, ils n'ont qu'à faire mieux. Parce que des personnalités qui sont tout aussi souverainistes qu'Asselineau, il y en a plein en France. Il y a Jacques Sapir, Régis Debray, Michel Onfray, Natacha Polony, Philippe de Villiers, Emmanuel Todd et plein d'autres. Pourquoi ces gens-là n'ont pas créé un parti? Pourquoi eux ne créent pas aujourd'hui un parti qui ferait 15-20% dès les premières élections, qui sont tous plus connus qu'Asselineau?
ils ne le font pas. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas, mais le fait est qu'ils ne le font pas. Et donc, je pense que critiquer tout le temps Asselineau quand on n'arrive pas à faire quelque chose d'autre en parallèle, ils n'ont qu'à faire quelque chose en parallèle et ne rien faire si ce n'est agiter des idées, je trouve ça un peu dommage parce que Asselineau, il agite des idées à travers une organisation qui fait des universités d'été, qui fait des conférences extrêmement bien faites, qui fait énormément de vidéos, etc. et qui accumule un travail extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer lors de ces élections? Moi, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur le score de l'UPR. Je souhaite qu'il soit le plus élevé possible, essentiellement pour encourager les militants. J'espère qu'ils aient des élus au Parlement européen, c'est peut-être pas l'essentiel. L'essentiel, c'est effectivement que ça ne décourage pas les militants et qu'ils continuent leur travail et que la question de l'Europe, de façon réaliste, soit posée. Parce qu'elle est niée. Et les gens, en fait, si la question de l'Europe était posée comme elle a été dans le référendum de 2005, il n'y a aucun doute que les souverainistes gagneraient. Comme ils ont gagné en Grande-Bretagne, comme ils ont gagné plein de référendums qu'on a dû refaire sous la menace, etc. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun peuple d'Europe qui veut disparaître dans un magma qui s'appellerait l'Union européenne et il n'y aura plus de démocratie. Aucun. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas conscients de l'Europe. Contrairement à beaucoup d'Européistes, j'ai travaillé dans beaucoup de pays européens, en Suède, en Finlande, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en France, temporairement, mais et quand on voit dans tous ces pays, mais les gens restent, ils restent italiens, allemands, français, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se faire la guerre, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas s'entendre, qu'ils ne veulent pas coopérer, mais ça veut dire qu'ils ne veulent pas disparaître dans un magma qui serait une fédération européenne, qui est la seule avenir possible pour l'Union européenne et qui par définition ne sera pas démocratique. Et donc les gens n'en veulent pas, mais ils n'en sont pas conscients. Et c'est ça la force d'Asselineau et de l'UPR, c'est qu'ils posent la question de l'Europe, ils essayent de forcer les gens à être conscients et à répondre à la question. Alors pour l'instant, le PCF, la France Insoumise, le PTB en Belgique, refusent de répondre à la question, ça c'est vrai. Les écologistes continuent à rêver tout éveillé, et les libéraux, évidemment, essayent d'utiliser, y compris l'extrême droite, parce que presque toute l'extrême droite maintenant est devenue ultralibérale. Évidemment, l'extrême droite va profiter du sentiment anti-européen sur une seule question, qui est celle des migrants et des réfugiés, qui est la moins sympathique de toutes, et que l'Union populaire républicaine, à son crédit, refuse de poser, refuse de faire de l'agitation là-dessus, mais l'agitation anti-musulmane, tout ça peut évidemment, favoriser l'extrême droite, et peut-être qu'un jour l'extrême droite sera majoritaire un peu partout en Europe, et alors évidemment on verra ce qui se passera avec l'Union européenne. Mais le fait est que pour l'instant, eux bénéficient du sentiment anti-européen, mais uniquement dans la dimension anti-immigrée, anti-musulmane. Et ça, évidemment, c'est tragique, parce que la gauche qui refuse de poser la question que pose l'Union populaire républicaine laisse comme seule alternative aux gens qui refusent l'Union européenne l'extrême droite. Parce qu'eux-mêmes refusent de poser la question l'extrême droite le fait de façon hypocrite, mais le problème de l'extrême droite, c'est que ce qu'ils veulent changer en Europe, c'est-à-dire les questions des migrants, etc., l'Europe ne va pas les en empêcher réellement. Les choses qui sont essentielles pour la construction européenne, c'est la libre circulation des capitaux. Et si on ne s'oppose pas à la libre circulation des capitaux, on ne s'oppose à rien. Or, c'est ça le point fondamental, et comme je dis, l'extrême droite peut s'accommoder de cela. Et par conséquent, l'Union européenne peut s'accommoder de cela. Voilà. Donc moi, j'espère le meilleur résultat possible pour l'UPR aux élections, mais je pense aussi que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que la crise de l'Union européenne continuera, la crise de l'euro, la non-fonctionnalité de l'euro continuera. Il y aura probablement plus de souverainistes ou de pseudo-souverainistes, c'est-à-dire d'extrême droite, au Parlement européen, qui bloquera d'une certaine façon l'approfondissement de la construction européenne, et la question continuera à être posée, même s'il faudra des années, si pas des décennies, pour réparer tout ce que l'Union européenne nous a fait.